Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par Edel et Énergie Conseil et Optimisation sur le prix des énergies et l'achat d'énergie. Vous êtes nombreux à vous être connectés aujourd'hui. On est dans un sujet qui est malheureusement d'actualité et qui n'a pas fini d'être d'actualité. Donc, on a organisé ce webinaire pour vous permettre de comprendre un petit peu mieux peut-être ce qui se passe et surtout jeter des pistes de qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui dans l'entreprise pour maîtriser ce sujet au mieux. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Assine Mani, qui sera notre intervenant aujourd'hui et à qui je vais laisser la parole dans 2 minutes. Juste 2 mots sur le déroulement et l'organisation. Donc, je l'ai déjà dit aux personnes qui sont arrivées en avance, mais vous n'avez pas forcément accès à vos micros dans le cadre de ce webinaire. Je vous propose d'échanger à travers l'option discussion, donc la petite bulle qui est en bas de votre écran. Je vais suivre et où vous pouvez déposer vos questions, si vous en avez, à déposer à Assine, que je lui transmettrai au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Donc, je suis cette discussion. Donc, si vous avez besoin de vous exprimer, vous pouvez l'utiliser. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Donc, Assine, je te laisse la parole. Allez, c'est parti. Merci, Joanne. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce matin pendant une petite heure où on va discuter d'un sujet brûlant. C'est qui est donc la flambée des prix de l'énergie actuellement. Donc, on a une vingtaine de diapos à partager ensemble. Je vais aller assez vite sur les premières diapos. Je vais m'attarder un petit peu plus sur certaines diapos. Et l'idée, en fait, c'est qu'on laisse un temps d'échange à la fin, que ce soit pour poser des questions ou pour tout simplement échanger sur des bonnes pratiques que vous avez mis en, fait, en place dans vos entreprises. Voilà, donc je vais commencer on a dit qu'on se donne jusqu'à midi. Absolument. Donc, Joanne a fait l'introduction, donc je ne m'attarde pas là-dessus. En gros, donc, j'ai construit les diapos de cette façon-là. Donc, je vais vous donner un petit aperçu sur l'organisation du marché de l'électricité et du gaz naturel en France. Bien entendu, donc, la situation actuelle et tout ce qui se passe en fait sur les bourses de l'énergie actuellement. Bien entendu, ce que vous attendez tous, pourquoi ça flambe. Voilà. Comment bien acheter, comment négocier dans ce contexte? Est-ce qu'il faut chercher un prix fixe à tout prix? Comment on peut optimiser les coûts d'acheminement et les taxes? Et après, donc, on finira sur les pistes pour consommer moins et mieux. Et on finira, bien entendu, sur les questions-réponses. Donc, je vais directement dans le vif du sujet. Assine, il faut qu'on se présente. Absolument. Si tu veux, on peut se présenter. Donc, je te laisse la parole, Joanne. Je suis désolée, j'ai oublié de faire ça en introduction. Donc, Joanne Gros, moi, je travaille pour Edel 42, mais la plupart des entreprises connectées connaissent Edel. C'est un service public de la performance énergétique qui est gratuit et qui est ouvert à toutes les entreprises de la Loire. Très bien. Et donc, moi, je m'appelle Assine Mani, donc je suis courtier consultant en énergie. Je suis installé à Saint-Étienne. Je fais ce métier depuis 6 ans maintenant. Donc, mon métier, c'est de mettre en concurrence les fournisseurs de gaz et d'électricité et de décortiquer les factures de mes clients, qui sont essentiellement des professionnels, donc des entreprises, pour leur faciliter la lecture de leurs factures et pour les accompagner, en fait, tout simplement, dans leurs achats d'énergie. Donc, je reviens sur l'organisation du marché de l'électricité aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, le marché est scindé en plusieurs tranches. Donc, on a donc sur le côté gauche la partie production. Donc, aujourd'hui, comme vous le savez, l'électricité, on l'a produit à partir de plusieurs sources, le nucléaire, le thermique, les énergies renouvelables, l'hydraulique, l'éolien, le solaire, etc. Donc, ça, c'est la partie production qui est un secteur concurrentiel aujourd'hui. Cette énergie, une fois qu'elle est produite, donc elle est acheminée sur le réseau de transport, donc le réseau de grand transport, et après, donc, au niveau de la répartition régionale. Donc là, c'est plus c'est un secteur qui est régulé
et qui est confiée à RTE, qui est une filiale d'EDF, donc réseau de transport d'électricité. Cette électricité donc, arrive à l'entrée des villes et donc là, on passe sur le réseau de distribution. Là, on est également sur un secteur régulé puisque là, c'est du ressort d'Enedis et de quelques entreprises locales de distribution qui représentent 5% du marché. Et après, donc, quand l'électricité donc, arrive chez vous dans vos entreprises ou même à votre domicile, là, c'est du ressort des fournisseurs d'énergie qui, eux, vont se charger tout simplement de vous facturer en fait, la quantité d'énergie et les charges qui sont liées en fait, à l'énergie directement sur votre portefeuille. Donc, en gros, aujourd'hui, le marché s'organise de façon à ce que les fournisseurs achètent à des producteurs sur des bourses de l'énergie et bien entendu, une fois qu'ils ont rajouté leurs frais de fonctionnement, leur marge, etc., c'est ce qui fait votre prix d'achat de l'énergie. Voilà. Donc, il y a une certaine déconnexion entre le réseau physique et le réseau financier qui est la facturation de l'énergie. Yacine, on a une demande pour parler plus fort. D'accord. Alors, hop. Ça va mieux comme ça? Moi, je t'entends bien. Bon, parfait. De la même façon, donc, l'organisation du marché du gaz, elle est un petit peu calquée aussi sur celle de l'électricité. Donc, la seule différence, c'est qu'en France, on ne produit pas du gaz. Donc, 98% de nos besoins sont importés. Donc, le gaz arrive chez nous par deux moyens, à partir donc, des terminaux méthaniers, donc sous forme de gaz naturel liquéfié, ou directement dans des stockages à partir des gazoducs. Donc, notamment à partir de la Norvège, de l'Algérie, mais aussi du gaz russe. Ce gaz, quand il arrive, il est stocké, bien entendu, dans des stockages souterrains. Donc là, c'est quelque chose qui est géré par deux entreprises, donc Storengy, qui est une filiale de GDF Suez, et IGF, une filiale de Total. Pour nos besoins, notamment pendant l'hiver, ce gaz est acheminé sur le réseau de transport. Donc là, on a deux gestionnaires de réseau de transport, donc GRT Gaz et IGF. Ensuite, donc, ce gaz arrive à l'entrée des communes. Donc là, on est sur le réseau de distribution. Et là, donc, c'est du ressort pratiquement du ressort exclusif de GRDF, avec quelques entreprises locales de distribution également. Et enfin, donc, ce gaz arrive chez vous. Et là, il est facturé par les fournisseurs voilà, que vous choisissez en toute liberté, puisque c'est un secteur concurrentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur l'électricité et sur le gaz, il y a plus de 50 fournisseurs qui sont accrédités aujourd'hui pour facturer de l'énergie en fait, au consommateur final. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie marché. Aujourd'hui, donc, la plupart des acteurs, ceux qui ont des moyens de production, mais ceux qui n'en ont pas aussi, vont se fournir en partie sur les marchés de gros de l'électricité. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir un petit peu comment ça se passe aujourd'hui sur les marchés. Là, vous avez sous les yeux donc le prix de l'électricité, donc le base load, donc c'est-à-dire le plus gros de votre consommation pour l'année 2023. Comme vous pouvez le voir, vers le 15 février, le 15 janvier, pardon, on était à 121,92 € du mégawattheure. Au 25 février, on est à 209,60 €. On est sur un marché qui est très volatile et qui évolue à la hausse depuis un certain nombre de mois. De la même façon, si on s'intéresse à l'année de livraison 2024, on est aussi sur un prix qui évolue à la hausse, même si on est sur un prix qui est moins cher que 2023. On est parti de 93,06 €. Aujourd'hui, on est à 133,42 €. Je continue. L'année 2025, on est sur un prix qui est légèrement en dessous, 87,47 €. Et aujourd'hui, on est à 115,66 €. Donc, en gros, en fait, le tarif de l'électricité pour le client final, c'est quoi finalement? C'est un mix de tout ça. C'est-à-dire que quand vous prenez en fait un contrat sur 3 ans, à partir de janvier 2023,
bah, votre tarif va être la moyenne pondérée de 2023, 2024, 2025. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, si vous prenez un contrat sur un an, votre tarif va être super élevé parce que le prix de l'année de livraison 2023 est très élevé. Quand vous prenez 2023, 24, 25, là, bah, on lisse un petit peu le prix, on arrive à avoir un tarif plus intéressant. Si on On a deux questions, Assine. Oui. Une question qui revient un petit peu sur l'organisation de la fourniture de gaz. Donc, une question de Frédéric qui demande pour le gaz, est-ce que le stockage et la distribution sont régulés comme pour l'électricité? Absolument. Et une question d'Isabelle, donc qui reprend plus là les trois graphiques que tu nous as exposés sur le cours de l'électricité. Comment est déterminé ce prix à l'avance? Alors, ce prix, en fait, il résulte tout simplement de l'offre et de la demande. C'est un peu comme la bourse, en fait, hein. Sauf que là, ben, on échange en fait des produits énergétiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs marchés et l'énergie, en fait, s'achète en plusieurs lots. Donc là, je me suis contenté de vous présenter les courbes d'évolution du base load. Donc, en fait, ben, c'est pratiquement 70% de votre consommation. Mais il y a aussi le prix des pointes, ce qu'on appelle le peak load. Donc, on a exactement les mêmes courbes, mais beaucoup plus accentuées parce que forcément, l'énergie est plus chère en fait pendant les périodes de pointe, là où tout le monde a besoin d'énergie. Voilà. Et finalement, en fait, la composition de votre prix, ça va être un mix entre le base load, le peak load, mais également l'énergie nucléaire, donc l'AREN. J'y viendrai un peu plus tard pour expliquer ce que c'est. Donc, chaque consommateur en fait a un droit pour bénéficier de l'énergie nucléaire, donc qui est vendue à un prix régulé qui est à 42 € du mégawattheure actuellement. Donc, ce qui vient pondérer à la baisse votre prix, bien entendu. Il y a également donc des fournisseurs qui ont leurs propres moyens de production, donc ce qui vient aussi baisser le tarif qu'ils peuvent proposer à leurs clients finaux. Il y a des fournisseurs qui ont des PPA, c'est-à-dire des contrats long terme pour s'approvisionner directement sans passer par le marché. Voilà. Donc, il y a différentes sources d'approvisionnement. Ce n'est pas la seule, mais par contre, le plus parlant aujourd'hui pour suivre un petit peu l'évolution du marché, c'est les marchés de gros de l'électricité et du gaz. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, la source, c'est ex.com pour l'électricité et PowerNext pour le gaz. Il y a d'autres questions qui arrivent, mais comme le temps tourne et que le plus intéressant est quand même à la fin du webinaire, j'aime mieux te laisser dérouler la présentation et puis on fera le point sur les questions à la fin. Ok, ça marche. Là, je me suis intéressé en fait sur des échéances plus proches. Donc là, c'est au trimestriel, donc c'est le prix de l'électricité trimestrielle. Donc on est toujours sur le base load. Et comme vous pouvez le voir, donc sur le côté gauche, donc vous avez le deuxième trimestre 2022, le troisième, le quatrième, le premier trimestre 2023 jusqu'au dernier trimestre 2023. Le settlement price, c'est le prix en fait, donc le jour où j'ai consulté, donc c'était le 25 février. Donc ça, c'est les prix auxquels le prix de fourniture pour ces différents trimestres s'est changé sur le marché. Comme vous pouvez le voir, donc sur le trimestre 2 2022, donc à partir du 1er avril 2022, l'énergie, l'électricité s'échange sur le marché à 223,81 €, qui reste assez raisonnable par rapport en fait, à l'épisode qu'on connaît actuellement. Par contre, là où c'est inquiétant, c'est le quatrième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023, où on est sur des prix à 302,85 € et 301,21 €. De la même façon, j'ai mis sur le côté droit le prix du peak load. Du coup, donc, votre tarif va être un mix des deux, hein, le base et le peak load. Et là, comme vous pouvez le voir, donc on retrouve la même chose, hein, le quatrième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023 qui s'annonce assez compliqué, avec un prix qui atteint 459 € du mégawattheure. Mais on commence à voir également des tensions sur le quatrième trimestre 2023 où on est à 369,02 €. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, le principal enseignement quand on suit un petit peu l'évolution du marché, c'est qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de plafond à la hausse. Voilà. Pour votre information, en fin d'année, hein, au mois de décembre, le prix de l'énergie, donc la partie équilibrage du réseau, a dépassé même les 1 500 € du mégawattheure.
Heureusement, ça porte que sur une toute petite partie de l'approvisionnement, mais en tout cas, quand ça atteint des sommets tels qu'on a connus au mois de décembre, à un moment donné, ça se répercute en fait sur la facture du client final. De la même façon, j'ai fait un graphique pour suivre l'évolution des marchés de gros du gaz. Donc là, vous avez sous les yeux le calendaire 2023, 24 et 25. Comme vous pouvez le voir, donc, le plus cher, c'est le calendaire donc, 2023, c'est celui qui est en rouge, c'est celui qui est tout au-dessus. 43 906 donc, au 12 janvier et 78 au 25 ou 24 février. L'année 2024 s'échange un petit peu moins cher, mais suit quand même la même tendance. Et l'année 2025, elle est un petit peu moins chère aussi, mais suit également la même tendance. Donc, de la même façon, quand vous prenez un contrat sur 3 ans, pour sécuriser cette période-là, donc votre prix, ça va être en fait la moyenne pondérée de ce tarif. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de sécuriser le plus vite possible vos achats pour éviter en fait cette hausse continue. C'est un petit peu comme l'immobilier. Même s'il y a des petits coups de mou par-ci par-là, la tendance globale, et vous voyez en fait la courbe en pointillé, la tendance globale est à la hausse malheureusement. Alors la question c'est pourquoi ça flambe? Alors, il n'y a pas une seule raison. Les raisons sont innombrables. Alors, on peut citer quelques-unes, la crise géopolitique dans les principaux pays exportateurs ou en transit. Alors, il y a bien évidemment le sujet du moment qui est la Russie et l'Ukraine, mais il n'y a pas que. Il y a également l'Algérie avec des tensions avec le Maroc, sachant que l'Algérie est le principal fournisseur de l'Espagne, par exemple, via donc, un pipeline, un gazoduc qui traverse le Maroc. Aujourd'hui, donc, il y a des tensions très vives entre ces deux pays. Il y a des tensions également entre le Qatar et les Émirats arabes unis, un peu les frères ennemis, des tensions également géopolitiques au Nigeria. Donc tout ça, forcément, ça affecte directement en fait, les prix des énergies. Et quand on parle des énergies, on parle du pétrole, du gaz, de l'électricité, on parle de tous ces produits-là qui sont interconnectés finalement. Donc, il y a des systèmes de contagion aussi. Donc, quand il y a des tensions sur le pétrole, forcément, on le retrouve aussi sur le prix du gaz. Et comme on produit du gaz avec de l'électricité, forcément, ça implique aussi des tensions sur le prix de l'électricité. Alors, parmi les raisons également, il y a les capacités de production qui sont diminuées dans d'autres pays. Alors, en France, l'un des principaux fournisseurs, c'est la Norvège. On s'aperçoit que on a moins de flux de gaz depuis quelques mois, tout simplement parce qu'il y a des maintenances qui n'étaient pas forcément prévues sur des stockages. Et donc, forcément, ça affecte un petit peu les flux qui arrivent en France et donc, ça fait augmenter le prix. De la même façon, le Venezuela, qui est l'un des principaux producteurs d'hydrocarbures, qui se retrouve aujourd'hui en pénurie. Donc, même les gens du Venezuela aujourd'hui arrivent à avoir des pénuries et faire la queue pour s'approvisionner tout simplement en essence. On a également donc, la demande asiatique post-Covid qui reste très soutenue. On a également donc, des problèmes de disponibilité du parc nucléaire français. C'est ce qui a mis le feu aux poudres d'ailleurs en fin d'année, avec des problèmes de soudure sur les centrales nucléaires, donc, ce qui a occasionné l'arrêt de certains réacteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand ça s'arrête, en fait, ça ne s'arrête pas pour un jour ou deux. Il faut prévoir ces maintenances et il faut les programmer. Et en général, c'est plusieurs mois, voire des fois, ça atteint une année quand c'est des problèmes. Bon, parmi les facteurs également, donc, on a la fermeture de Fessenheim, on a le retard de l'EPR Flamanville, etc. Parmi les facteurs également, on a la météo, l'intermittence des sources d'énergie renouvelables. Et puis, ce qui vient surtout influencer les prix de l'énergie aujourd'hui, c'est les politiques énergétiques européennes, que ce soit celles qui sont orientées vers la sortie du nucléaire, les restrictions d'usage des énergies fossiles,
l'électrification des usages, avec notamment les véhicules électriques, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Bon, je ne vais pas toutes vous les lister, mais en tout cas, il y a un certain nombre de politiques énergétiques européennes aujourd'hui qui font en sorte que le prix de l'énergie ne peut que flamber. À côté de ça, on a également l'explosion des charges et des obligations des producteurs d'énergie, et notamment la taxe carbone, où on était sur une tonne qui s'est changée à une tonne de CO2 qui s'est changée à 7 € en 2014, et on se retrouve aujourd'hui, début février, à 96 € la tonne. Voilà. Donc forcément, quand le producteur d'énergie voit son prix, ses charges augmenter, ça se répercute à un moment ou à un autre sur le prix de vente. Et donc, après, ça fait la chaîne, bien entendu. On ne peut pas le nier également, il y a aussi de la spéculation. Voilà. Je n'ai pas tout listé, mais en tout cas, il n'y a pas une seule raison à cette hausse. Et aujourd'hui, très clairement, je ne vois pas forcément de baisse prévisible, en tout cas pas pour l'année 2022 ni pour 2023. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand ça augmente, en fait, là, forcément, pour se protéger, il y a des primes de risque et c'est ce qui vient en fait faire flamber les prix de l'énergie. Alors, la question, c'est comment bien acheter? Alors, je dirais le principal conseil aujourd'hui, c'est d'anticiper la négociation. Pourquoi? Tout simplement, quand on anticipe, quand on a un contrat, par exemple, qui se termine fin 2022, si on anticipe aujourd'hui la négociation et qu'on signe un contrat avec un fournisseur, on va signer avec les prix d'aujourd'hui pour un démarrage qui va se faire au 1er janvier 2023. Voilà. Si on attend 2-3 semaines, ça sera le prix en fait dans 2 ou 3 semaines. Et avec tout ce qui se passe en fait au niveau géopolitique, en fait le prix ne peut être que supérieur et du coup donc forcément vous signez avec des conditions qui sont moins intéressantes aujourd'hui. Donc la règle d'or aujourd'hui dans l'énergie, c'est d'anticiper. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous anticipez, vous laissez aussi la possibilité au fournisseur d'acheter l'énergie qu'il va vous fournir au meilleur moment et au meilleur tarif. Donc, en contrepartie, bien entendu, donc, voilà, il vous accorde un prix intéressant. Quand vous négociez à 1 mois ou à 2 semaines de la date d'échéance de votre contrat, en gros, vous mettez au pied du mur et vous mettez aussi votre fournisseur au pied du mur parce qu'il va devoir réserver la quantité d'énergie qu'il va vous vendre au prix du marché. Deuxième conseil, c'est tout simplement d'analyser vos besoins et les perspectives d'évolution de votre activité. Voilà. Si vous comptez faire rentrer de nouvelles machines, si vous comptez arrêter une activité qui est très consommatrice d'énergie et qui va avoir un impact direct sur vos consommations, voilà, analysez ces besoins et adapter en fait votre négociation à cette évolution-là. De la même façon, moi, ce que je conseille, c'est de construire un cahier des charges bien précis. Voilà. Ça suffit pas, en fait, il ne suffit pas d'appeler un fournisseur pour lui demander en fait, de vous proposer un contrat d'énergie. Il faut savoir ce qu'on demande et ce qui est important pour nous, en fait, tout simplement. Si vous n'êtes pas assez précis, en fait, le fournisseur ne vous fera pas forcément son meilleur tarif. Voilà. Il vous fera une offre standard et l'offre standard, elle vaut ce qu'elle vaut. Dans la définition du cahier des charges, en fait, il faut surtout activer tous les leviers qui permettent de baisser les primes de risque, notamment en désignant le bon porteur du contrat. Là, je parle par exemple pour des entreprises multisites avec plusieurs entités, avec plusieurs codes NAF. Aujourd'hui, très clairement, il y a des activités qui ont été identifiées comme des activités à risque. Je pense notamment à l'hôtellerie, restauration, boîte de nuit, camping, etc. Donc, aujourd'hui, les fournisseurs, dès qu'il y a un code NAF pour lequel en fait, il faut faire une cotation qui fait partie de cette shortlist de code à risque, vous avez systématiquement en fait, une prime de risque qui vient se rajouter sur votre tarif. Ça rajoute 3 € par mégawattheure en fait, en fonction de votre produit. Souvent, par exemple, on a une holding. Moi, je le fais par exemple pour des chaînes de restauration. Où, si on fait une négociation
sur la base du code NAF du restaurant, là, en fait, on est sur des prix donc, exorbitants. Si par contre, on fait une négociation sur le code NAF de la holding, non seulement ça nous évite de payer le dépôt de garantie, mais en plus, ça permet d'avoir un tarif plus intéressant. De la même façon, aujourd'hui, donc, les fournisseurs regardent le risque de crédit. Donc, le risque de crédit, c'est tout simplement votre note de crédit par rapport à votre activité. Donc là, je vous incite très fortement à publier en temps et en heure vos bilans, vos résultats, parce que c'est ce que le fournisseur regarde en premier, en fait, quand il doit faire une cotation pour une entreprise. Aujourd'hui, les fournisseurs ont peur de l'impayé et dans une économie fragilisée par le Covid, forcément, donc, la transparence et l'assurance, surtout que vous donnez aux fournisseurs, l'incite ou pas à vous faire en fait son meilleur temps. De la même façon, la durée de validité des offres, ça agace beaucoup de chefs d'entreprise parce que voilà, on leur dit toujours, voilà, on a une offre de prix, mais par contre, elle est valable la journée ou 24 heures. Certains fournisseurs proposent des offres valables sur 15 jours, ça existe. Tout est possible chez tous les fournisseurs. Simplement, quand on prend une proposition qui est valable pendant 15 jours, avec un marché qui est fortement volatile, forcément, votre prix va inclure une prime de risque parce que si vous mettez 15 jours pour vous décider, le marché risque de bouger et donc le fournisseur se protège en mettant une prime de risque liée à cette durée de prise de décision. De la même façon, on peut regarder aussi le périmètre de flexibilité, c'est-à-dire la clause en fait d'entrée et sortie de site en fait dans un périmètre multisite. J'entends par là, si par exemple vous avez un périmètre qui est assez stable avec une dizaine d'entreprises et vous savez que voilà, ça va rester stable pendant 2-3 ans, ne mettez pas une clause de flexibilité de 10 ou 15%. Restez sur quelque chose de raisonnable, voire n'en mettez pas tout simplement. Si par contre, et c'est le cas de plusieurs entreprises que je vois, vous avez des entrées des sorties régulières. Moi, je travaille beaucoup pour des réseaux d'agences d'intérim, par exemple, où il y a des agences qui ouvrent, il y en a d'autres qui ferment. Là, c'est important de prévoir en fait une clause d'entrée et sortie avec en mettant 10 ou 15%, un ratio de 10 ou 15%. De la même façon, le mode de règlement aujourd'hui, même si la plupart d'entre vous payent par prélèvement, il y en a certains qui veulent payer par chèque ou par d'autres moyens, sachez que certains fournisseurs demandent un dépôt de garantie quand le mode de règlement n'est pas celui du prélèvement. Un autre point, c'est tout simplement de faire un appel d'offres en un seul tour et de se décider rapidement. Je vois régulièrement des appels d'offres où voilà, le client est tenté de faire un appel d'offres exhaustif, de retenir deux fournisseurs et de refaire un tour de table après. Cette technique augmente artificiellement le prix. Moi, ce que je conseille, c'est de faire un appel d'offres, de demander un retour en même temps à tous les fournisseurs, et d'où d'ailleurs le cahier des charges qui est précis, c'est-à-dire donner le même cahier des charges à tous les fournisseurs, comme ça ils répondent en même temps sur les mêmes critères, comme ça on se retrouve avec des offres qui sont comparables et se décider dans la foulée par rapport à la meilleure offre. Ce qu'on voit régulièrement, c'est que quand on demande en fait une actualisation de la cotation, le prix augmente systématiquement. Voilà. Donc, ne tombez pas dans ce piège. Je t'interromps juste un tout petit peu, Assine. Il y a pas mal de questions qui arrivent, mais il y en a deux peut-être je te propose de te poser tout de suite. Ça concerne le cahier des charges dont tu parles. À partir de quel montant annuel est-il conseillé de monter un cahier des charges? Et l'autre question, c'était, est-ce que tu as un exemple de cahier des charges de consultation? Donc, peut-être juste à partir de ça, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce cahier des charges de consultation? Qu'est-ce qu'il faut demander en fait? Bien sûr, oui. Donc, en fait, il n'y a pas forcément de montant.
L'idée du cahier des charges, en fait, c'est tout simplement d'être précis dans la demande qu'on va faire au client. C'est-à-dire, en gros, on va dire au fournisseur, moi, je souhaite un contrat avec un prix fixe, avec un sourcing 100% marché, j'y viendrai un peu plus tard. J'ai une diapo consacrée à ça. Ou alors, vous préférez un prix avec une clause d'indexation à Rennes. Vous allez dire au fournisseur si vous souhaitez par exemple, une capacité fixe ou une capacité indexée, des certificats d'économie d'énergie fixes ou indexés. La date de retour des offres, bien entendu, la validité de l'offre. Est-ce que vous voulez donc une validité de la journée, 24 heures, 15 jours, voilà. Le délai, donc, le délai de décision, bien entendu. Voilà, préciser qui est le signataire, préciser bien entendu donc voilà le code NAF, le SIRET, etc. etc. Voilà, c'est vraiment être précis dans la demande. Sachez que également il existe plusieurs types de contrats. Chaque fournisseur propose des gammes de contrats différentes. Donc c'est important aussi de se renseigner et de savoir ce qu'on veut. C'est toujours mieux d'appeler un fournisseur et de lui dire bah, j'ai vu que vous aviez un contrat qui s'appelle je ne sais pas, contrat énergie, contrat marché ou Optimio Pro ou Electrofix ou des choses comme ça. Voilà, donc soyez précis dans votre demande, comme ça, voilà, vous savez ce que vous allez avoir en fait comme retour. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question. Il faut en profiter aussi pour revoir un peu les options du contrat, la puissance souscrite, les options de TURP, etc., les réglages. Absolument. Et on a une remarque de Véronique qui souhaiterait ajouter un critère, choisir un fournisseur d'énergie pérenne. Voilà, je ne sais pas si ça va te suggérer un commentaire. Complètement, complètement. On a pu le voir aujourd'hui avec cette crise du marché de l'énergie. Il y a des fournisseurs qui ont fait faillite. Il y a un mouvement de concentration aussi au niveau de certains fournisseurs qui se sont fait racheter. Donc, c'est important aussi de savoir à qui on s'adresse et de bien choisir en fait le fournisseur. D'ailleurs, dans la définition du cahier des charges, il y a un aspect aussi, c'est par exemple pour une entreprise multisite qui utilise de l'électricité et du gaz, tous les fournisseurs aujourd'hui ne proposent pas forcément de l'électricité et du gaz. Il y en a qui sont spécialisés, ils font que de l'électricité ou que du gaz. Donc voilà, c'est au client aussi de savoir s'il veut un seul fournisseur pour les deux énergies. Donc ça va limiter forcément son choix, ou si ça ne le dérange pas finalement d'avoir un fournisseur pour l'électricité ou pour le gaz. De la même manière, aujourd'hui, il y a des fournisseurs qui proposent un espace client donc, où on peut gérer donc, plusieurs énergies et plusieurs sites, alors que certains fournisseurs proposent un espace client par site, par compteur. Voilà. Donc, ce fournisseur peut être très performant en fait, au niveau du tarif, mais par contre, en termes de gestion au quotidien, pour récupérer les factures, etc., si on a 20 sites et qu'on a 20 espaces clients à consulter à chaque fois, bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Quoi. Je continue à dérouler rapidement parce que le temps passe vite. Oui. Donc, n'hésitez pas également à informer les fournisseurs de la mise en concurrence. C'est important aussi. Hein. Ce n'est pas un sujet tabou. Hein. Ils savent aujourd'hui, hein, les fournisseurs, voilà, ils sont nombreux sur le marché. Informez-les, comme ça au moins, voilà, ça les incitera à vous faire en fait leur meilleur part. Un conseil également, c'est de toujours raisonner en budget et non pas en tarif. Ne regardez pas uniquement le prix de l'électron ou de la molécule, regardez plutôt en fait votre budget. Parce qu'on peut très bien avoir une proposition d'un fournisseur avec un prix sur leur plein hiver qui est très intéressant. Par contre, leur pleine été est plus importante. En fonction de votre consommation, de la répartition de votre consommation, voilà, ça peut changer en fait le résultat en termes de budget. Donc, intéressez-vous à vos consommations et faites le calcul de votre budget pour trouver en fait la bonne offre. De la même façon, il faut s'intéresser aux autres composantes de facturation, notamment la capacité et les certificats d'économie d'énergie.
Parce que certes, on peut trouver une offre avec un prix de l'énergie assez intéressant, mais si de l'autre côté, on a une facturation excessive sur la capacité et sur les C2E, en fait, ça vient un petit peu baisser l'attractivité de l'offre. Regardez également ce qui est inclus dans le prix de l'énergie proposé par le fournisseur ou pas. Certains fournisseurs proposent aujourd'hui, par exemple, un prix de l'électron où la capacité est incluse. Donc, il faut faire attention par rapport à un autre fournisseur qui va vous proposer un prix de l'énergie et un prix de la capacité à part. Voilà. Donc, très important, le budget. Voilà. Avoir une vision globale, en fait, tout simplement de votre budget. Après, je peux vous conseiller également tout simplement d'organiser une paye marché parce qu'en fait, finalement, la politique commerciale des fournisseurs est très changeante en fait au fil de l'eau, au fur et à mesure qu'on avance dans l'année. Il y a des fournisseurs en fait qui sont très compétitifs en début d'année parce qu'ils ont des objectifs de conquête client, etc. Et des politiques d'achat performantes et qui le sont beaucoup moins en fin d'année. Donc, regardez un petit peu aussi le positionnement de chaque fournisseur. Regardez également aussi l'orientation du fournisseur. Il y a des fournisseurs aujourd'hui qui ont banni un certain nombre d'activités qui sont à risque pour ces fournisseurs-là. Il y en a d'autres qui les prennent, mais par contre qui appliquent des primes importantes. Voilà, c'est hyper important en fait de savoir en fait quelle est la politique commerciale du client. Hop, je passe sur la diapo suivante. Alors, là, je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse. Hein. Comment bien négocier et quels sont les intérêts du courtage? Moi, ce que je préconise, c'est tout simplement, à moins d'avoir la compétence en interne, confier la négociation en fait, à un professionnel qui a un pignon sur rue. Vérifier bien entendu ses références et surtout éviter les démarcheurs au téléphone. Ceux qui vous démarchent aussi par le web, en ligne ou même en porte-à-porte. Voilà. Faites confiance en fait à des personnes que vous connaissez qui vous sont recommandées et qui affichent leur référence tout simplement. Aujourd'hui, vous recevez très certainement des appels de la part des fournisseurs, mais vous recevez également des appels de la part de courtiers, de call center, des fois ou régulièrement qui ne sont pas forcément basés en France et qui ne connaissent rien sur le marché de l'énergie. Voilà, donc soyez vigilants là-dessus et faites-vous aider, et puis demandez aussi à vos collègues voilà, s'ils ont eu des expériences intéressantes, des personnes de confiance avec qui ça se passe bien. C'est toujours ça de gagner. Régulièrement aussi, j'ai des entreprises en fait qui font appel à plusieurs intervenants. Donc, d'un côté, ils ont le fournisseur leur fournisseur actuel qui les sollicite, qui leur fait une proposition. De l'autre côté, ils sont sollicités par des courtiers en ligne. Ils regardent également pour recevoir des devis en ligne. Ils sollicitent des courtiers physiques. Le résultat, en fait, moi je le connais d'avance. Souvent, ces entreprises vont se retrouver avec des discours qui sont contradictoires et vont être complètement perdus. Pour moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de sélectionner une personne de confiance et de faire confiance en fait à cette personne-là dans les conseils qu'elle va vous apporter. Ça vous fera gagner du temps et ça vous évitera en fait d'être perdu et de ne pas savoir en fait finalement quel discours écouter. Parce que en tant qu'analyste du marché, en fait, on a tous notre vision du marché et forcément donc ça se reflète un petit peu aussi dans le discours commercial. Là, je le vois par exemple aujourd'hui, il y a certains de mes clients qui me disent oui, mais moi, mon fournisseur, il me dit d'attendre alors que vous me dites de signer le plus vite possible. Voilà. Et donc ça, c'est source de confusion et source d'inaction. Voilà. Et le pire qu'on puisse faire aujourd'hui dans le contexte actuel, c'est d'être dans l'inaction. Un conseil également, au-delà d'1 gigawattheure par an, donc 1000 mégawattheures par an, moi je vous conseillerais de payer les frais de courtage du professionnel
et vous donner la possibilité du coup de bénéficier d'une consultation exhaustive de l'ensemble des fournisseurs. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que sur les 50 fournisseurs qui sont référencés sur le marché, il y en a une vingtaine qui font du courtage, donc qui acceptent de payer les frais du professionnel en fait, qui vous accompagne, et les autres ne le font pas pour diverses raisons. Donc, quand vous passez par un courtier, en fait, automatiquement, vous vous limitez en fait aux 20 fournisseurs qui font du courtage. Et également, vous n'avez pas forcément d'idée très précise en fait sur la rémunération du courtage. Moi, le conseil que je donne, c'est déjà de payer la prestation. De toute manière, c'est l'entreprise qui la paye, hein, que ce soit en courtage ou en consulting. Dans le courtage, en fait, le fournisseur va mettre la prestation du courtier dans le tarif, alors que dans l'autre cas, quand c'est vous qui payez en fait, la prestation, ben là, vous allez avoir un tarif en fait, net de frais. Donc, pour plus de transparence, moi, je conseille, au-delà de 1 giga, le marché s'y prête moins et il vaut mieux en fait, passer par une prestation de conseil, de consulting payée directement au courtier. Il y a encore différentes questions qui arrivent. Il y en a juste une à laquelle tu pourras répondre, je pense, très, très vite et qui permet d'éclaircir aussi un petit peu comment se décompose la rémunération des courtiers. Donc, parce que là, tu as dit, tu proposes aux gros consommateurs de rémunérer le courtier, donc de payer un service qui est tout à fait cohérent. Mais sinon, comment vous êtes rémunéré? C'est très simple en fait. Il y a deux types de rémunération. Donc, il y a une rémunération, c'est quelques centimes d'euros par mégawattheure. Donc, c'est en fonction de la consommation du client. Et pour les petits professionnels, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, hein, mais voilà, c'est les petites consommations, c'est ce qu'on appelle les C5, donc les compteurs bleus. Là, on est plutôt sur une rémunération en fait, au forfait. Donc, vous êtes rémunéré par le fournisseur avec qui votre client va signer le contrat. Voilà, Et c'est c'est ça. transparent pour le client finalement. Absolument. Mais rien n'interdit au client en fait, de dire moi, je prends la rémunération du professionnel à ma charge et je lui permets tout simplement de consulter les 50 fournisseurs qui existent sur le marché. D'autres questions, Joanne? Est-ce que tu peux donner des montants approximatifs? Bah, ça, c'est peut-être ton Ben, business et puis ça dépend des contrats. ça dépend vraiment en fait, hein, plus il y a des consommations, moins la rémunération est élevée. Pour vous donner un ordre d'idée, en gros, mais je parle que pour moi, en gros, la rémunération de mes services, ça va de 2 euros par mégawattheure à 30 centimes par mégawattheure. Donc, c'est un coût dégressif en fonction des consommations. Merci. Après, il y a d'autres questions qui sont là et que je garde en vue et en tête, mais j'aime mieux te laisser terminer. On verra si on a le temps de les poser à la fin et sinon, on essaiera de les traiter après coup par mail à Sine. Parce que la priorité, c'est de terminer la présentation. OK. Donc, je finis sur cette diapo. Donc, un professionnel de la négociation connaît parfaitement les politiques commerciales des fournisseurs et ça, c'est hyper important pour s'adresser en fait aux fournisseurs le mieux positionné du moment quand on fait la consultation. Et puis surtout, un professionnel a une vision 360 de la facture, donc il ne va pas se contenter de regarder le prix de votre électron, mais il va regarder également l'acheminement et les taxes. Voilà. Donc c'est vraiment une vision 360. Un professionnel en général est capable de détecter aussi des erreurs de facturation et il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Souvent, et je vous alerte là-dessus, souvent on se retrouve par exemple avec des certificats d'économie d'énergie qui sont facturés à tort alors qu'il y a des codes NAF qui ne sont pas éligibles, en fait, qui ne sont pas soumis au C2E, mais on le voit fréquemment, en fait, et donc il faut faire des réclamations en fait, pour récupérer ces facturations indues. Et puis surtout, le plus important, c'est que seul un professionnel, finalement, vous permet de massifier, de mutualiser, de grouper vos achats avec ceux d'autres entreprises. Et bien entendu, le professionnel va jouer aussi son relationnel avec le fournisseur pour faire une meilleure négociation et cibler en fait par rapport à votre besoin. Donc, on revient toujours à l'histoire de bien définir son cahier des charges et ses attentes par rapport à l'évolution de son activité.
S'il y a une diapo à retenir, c'est celle-ci, le timing idéal pour négocier. Alors, sur l'électricité, en fait, idéalement, il faut renégocier le contrat entre 12 et 15 mois avant la date d'échéance. Sur le gaz naturel, on a un peu plus de latitude, c'est idéalement entre 15 et 20 mois avant la date d'échéance. Ça, c'est impératif. Quand on est au-dessus des 15 mois pour l'électricité, là, très clairement, en fait, le tarif n'est pas forcément très intéressant dans la mesure où il y a une prime de risque qui vient se rajouter dans le prix. De la même manière, quand on est en dessous de 12 mois, là, en fait, on est sur un marché qui évolue et un prix moins intéressant que quand on est dans ce timing des 12-15. De la même façon, en fait, l'explication est la même pour le gaz, c'est entre 15 et 20. Donc, s'il y a une chose à retenir de mon intervention de ce matin, c'est cette diapo-là. Alors, le prix fixe, est-ce qu'il existe réellement? Donc, la réponse est non et c'est catégorique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs techniques qui permettent en fait aux fournisseurs de ne pas garantir son prix. Aujourd'hui, on peut parler par exemple d'un prix fixe marché. Le prix fixe marché, c'est un sourcing en fait de l'énergie qui se fait 100% sur le marché. Donc, c'est-à-dire que dès la signature du contrat, le fournisseur va couvrir les volumes sur le marché et il est censé appliquer ce tarif jusqu'à l'échéance. Je dirais c'est le tarif qui bouge le moins, celui-là. Or, dans les faits, ce prix peut inclure le coût des applications de capacité ou le coût des C2E. Et donc, les clauses du contrat peuvent tout simplement spécifier que le coût de capacité ou le coût des C2E peut évoluer au cours de route selon les évolutions réglementaires, etc. Et donc, du coup, de fait, vous vous retrouvez avec un prix qui était censé être fixe, mais qui va bouger pour tenir compte, en fait, de la hausse du prix de l'obligation de capacité, par exemple. De la même manière, on peut avoir aussi un prix fixe avec prise en compte de vos droits à REN. Donc, les droits à REN, comme je l'ai dit au départ, c'est tout simplement le quota que chaque consommateur a en termes d'énergie nucléaire. Voilà. Le prix de l'énergie nucléaire a été fixé par le gouvernement depuis 2011 à 42 € du mégawattheure. Donc, quand on prend ce genre de contrat avec 3 AREN, bien entendu, on se retrouve avec un contrat bonifié par rapport au prix du marché qu'on a vu au début. Mais par contre, comme c'est un prix qui est régulé, on n'est pas à l'abri que le prix en fait, de l'énergie nucléaire soit revu à la hausse ou tout simplement qu'il y ait un écrêtement, comme c'est le cas d'ailleurs actuellement. Donc aujourd'hui, pour 2022, la demande des fournisseurs s'est élevée à 160 TWh d'énergie nucléaire, sauf que la loi limite à 100 TWh. Donc, en gros, la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, a dit aux fournisseurs, tous les fournisseurs, les 60 TWh que vous demandez, vous allez les acheter en fait sur le marché. Et avec les prix qui sont exorbitants sur le marché aujourd'hui, ça occasionne forcément, quand ils achètent plus cher, forcément, ça occasionne une révision d'office de votre prix sur votre contrat en cours de route. Et vous ne pouvez pas vous y opposer puisque c'est marqué sur votre contrat. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le fameux écrêtement AREN et qui fait beaucoup de dégâts en ce moment parce que effectivement l'écrêtement et le sourcing pour remplacer se fait à des prix qui sont exorbitants. Est-ce que l'AREN, du coup, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on peut encore compter? Est-ce que ça vaut le coup de prendre une composante AREN dans son prix? Ou alors, est-ce qu'on est pratiquement sûr que, compte tenu de l'écart entre les demandes d'AREN et l'AREN disponible, qui va être énorme, ça va finalement plus nous porter préjudice qu'autre chose? Est-ce qu'il faut encore prendre de l'AREN ou pas, quoi? Ouais. Aujourd'hui, en fait, je dirais c'est le moindre mal. C'est-à-dire que très clairement, si on veut prendre un prix fixe marché, donc c'est celui qui bouge le moins finalement, on va signer avec un prix qui est exorbitant. On est sur une autre planète actuellement. Voilà. Quand on prend un prix fixe avec des droits à REN, là c'est un peu plus doux. Donc même en termes d'évolution par rapport à l'année d'avant, même si ça reste quand même assez important en termes d'évolution,
ça reste moins important qu'un prix fixe à marché. Il y a 2 ans, je faisais des comparatifs. L'écart entre un prix fixe marché et un prix AREN se situait autour de 5% en termes de budget pour les entreprises. Je ne me posais pas la question, je disais en fait à mes clients, signer avec un prix fixe, même si c'est 5% plus cher, signer avec un prix fixe. Aujourd'hui, quand on fait une offre marché et une offre avec droit AREN, l'écart se situe plutôt autour de 70%. Donc 70%, c'est très important. Et du coup, aujourd'hui, même avec le risque qu'on a avec les droits AREN, en termes d'évolution, c'est pas soutenable. Donc, je préfère dire à mes clients, prenez quand même le prix fixe avec droit AREN, mais par contre, prévoyez dans vos budgets, prévoyez tout simplement que ça peut évoluer. Donc, l'évolution, elle se fait tous les ans, bien entendu. Donc là, on est sur les prix de marché qui fait que le prix de l'AREN est très important et donc la répercussion sur la facture 2022 des clients est très importante. Mais par contre, on ne sait pas comment ça va se passer pour 2023. Donc ça peut être beaucoup plus important comme ça peut être moins important si d'ici là, le gouvernement fait des gestes pour réduire un petit peu la douloureuse. D'ailleurs, ça a été le cas puisque le gouvernement s'est prononcé pour une attribution supplémentaire de 20 donc à partir du 1er avril. Donc, ça va limiter un petit peu l'impact. Merci. Pour finir, donc, sur le troisième type de prix, donc c'est le prix indexé marché. Donc là, on est très clairement sur une formule de prix qui mêle un indice de référence du marché et la rémunération du fournisseur. Donc, en gros, le fournisseur, il va dire, moi, ma rémunération pour ce contrat, pour ce client, elle s'élève à 50 centimes par mégawattheure. Et le prix que j'applique au client, c'est le prix, donc le prix du marché. Donc, en gros, c'est le prix, le settlement, c'est-à-dire le prix à la fin du mois sur les marchés auxquels je viens rajouter ma rémunération. Donc, ça garantit la rémunération du fournisseur. Mais par contre, ça met en difficulté en fait le client final dans la mesure où on est sur un contexte de marché qui est très instable et très volatile. Hormis donc ces cas et ces précisions en fait sur le prix de l'énergie, il y a également les CGV, donc les conditions générales de vente, qui prévoient systématiquement des clauses d'indexation, des clauses d'imprévision, des clauses de responsabilité d'équilibre ou de régulation des écarts RTE, qui servent de base légale pour justifier en fait une révision au cours de contrat. J'ai beaucoup de clients qui me disent, moi j'ai signé un contrat avec un prix fixe, je ne comprends pas comment le fournisseur peut avoir le droit de rectifier mon contrat en fait en cours de route. En fait, c'est tout simplement les CGV qui prévoient ce genre de situation. Donc aujourd'hui, il convient de parler plus de prix stabilisé, c'est-à-dire un prix qui est garanti tant qu'il n'y a rien qui bouge en fait au niveau réglementaire, au niveau du marché, plutôt que de parler d'un prix. Le prix fixe n'existe plus réellement. Et donc, bien entendu, pour vous, l'enjeu, c'est de figer un maximum de composantes de facturation. Mais forcément, quand on fige le prix de la capacité ou on fige le prix des C2E, forcément, il y a une surprime qui vient se rajouter. Voilà. Je prends les C2E, il y a certains fournisseurs qui proposent de les figer sur la durée du contrat. Ben, forcément, on paye peut-être 5 € du mégawattheure, alors que quand c'est indexé, on est plutôt à 3 €. Voilà. C'est une question de vision aussi de la part du chef d'entreprise. Est-ce qu'il veut la sécurité totale? Est-ce qu'il veut un contrat équilibré ou est-ce qu'il est joueur et il va prendre en fait l'offre la moins chère, mais en toute conscience que son prix peut évoluer en cours de route sans qu'il ait la maîtrise en fait sur ce tarif. On arrive sur la fin bientôt. L'optimisation du coût d'acheminement. Ça aussi, donc, on a beaucoup parlé de l'achat d'énergie, mais il y a également donc, la partie acheminement qui représente pratiquement 30% de votre facture. Souvent, ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours un écart en fait, entre le contrat qu'on souscrit, la puissance souscrite, et l'option tarifaire qu'on a souscrit, et le profil de consommation en fait, réel du client. Un boulanger, voilà,
ne va pas consommer de la même manière qu'une entreprise industrielle qui fonctionne en 3 ou en 5 feet, par exemple. Voilà. Donc, toutes les entreprises ont un profil de consommation et l'idée, c'est de choisir le contrat d'acheminement le plus adapté en fait, à notre profil de consommation. Donc, en fait, on se retrouve dans deux cas de figure. Un contrat qui est surdimensionné va occasionner des paiements inutiles. Par exemple, vous souscrivez à un contrat avec 200 kVA de puissance souscrite et puis finalement, votre puissance atteinte maximale ne dépasse pas les 60. En fait, l'écart, c'est un surpaiement inutile parce qu'on paye en fonction de ce qu'on réserve et non pas par rapport à ce qu'on consomme. De la même manière, on souscrit un contrat à 60 kVA, sauf qu'on arrive sur des pointes par moment parce qu'on a une machine qui monte en température et qui a besoin d'énormément d'énergie, et on monte à, par exemple, à 160, on va payer des pénalités de dépassement. Donc, contrairement à un particulier où ça va disjoncter, un professionnel ne peut pas lui couper l'alimentation, mais par contre, on va lui facturer, en fait, Enedis va lui facturer des pénalités de dépassement. Donc, moi, je vous incite à regarder de plus près vos contrats d'acheminement et à faire des études d'optimisation qui peuvent révéler des économies potentielles, notamment quand il y a un changement au cours de route sur l'activité. Vous arrêtez à un four, par exemple, parce que vous changez d'activité ou vous équipez d'une autre machine ou voilà, des choses comme ça. Ça a un impact direct sur votre profil de consommation, donc pensez tout de suite à regarder du côté du contrat d'acheminement s'il est encore adapté par rapport à votre profil. À droite, en fait, vous avez deux courbes. La première, en fait, c'est celle d'un boulanger, un client. Donc là, on voit, c'est du 1er novembre 2021 au 30 janvier 2022. C'est les consommations, c'est les puissances atteintes, en fait, de minuit à minuit. Donc, on voit tout de suite, en fait, ça nous donne une idée sur son activité. On voit tout de suite qu'il a une forte activité à partir de 1h du matin. C'est là où il commence le pétrissage et la fabrication du pain, donc jusqu'à 10h30 du matin. Et après, on est sur une consommation plutôt moins élevée et stable, puisque là, on est plus sur l'activité de vente. De la même façon, sur le deuxième graphique, vous avez la superposition de 5 courbes de charge, donc 5 semaines d'affilée. Et là, on voit très clairement en fait, que finalement, le talent de consommation n'est pas bien maîtrisé. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'activité, on a des puissances en fait, qui sont différentes d'une semaine sur l'autre. Voilà. Donc, tout ça, c'est des indices qui permettent d'aller chercher des optimisations intéressantes et de faire des économies. Et je vais terminer là-dessus, donc l'optimisation des taxes. Donc la CSPE, donc la contribution au service public de l'électricité, anciennement appelée la TICFE, donc la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, elle est aujourd'hui à 22,50 € quand elle est au taux plein. Toutes les entreprises industrielles peuvent demander l'application d'un taux réduit, qui est en général entre 50 centimes par mégawattheure pour les entreprises électro-intensives et 7,50 € par mégawattheure, à condition, bien entendu, de respecter des critères d'éligibilité et notamment, c'est que le montant de la CSPE au taux plein doit dépasser 0,5% de la valeur ajoutée comptable. Voilà. Donc, en fait, il faut faire un dossier, il faut monter un dossier pour obtenir ce taux réduit. C'est une taxe qui pèse énormément sur votre facture parce que ça s'élève pratiquement à 17% de votre facture. Exceptionnellement, parmi les mesures qui ont été décidées par le gouvernement, du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, le taux de CSPE va passer à 50 centimes pour toutes les entreprises sans aucune démarche. Donc, vous allez le voir directement sur votre facture. Donc, en gros, on passe de 22,50 à 50 centimes. Donc, ça fait 22 € par mégawattheure consommé. Donc, admettons que vous consommez 1000 mégawattheures. Voilà, je vous laisse faire le calcul. Donc, ça fait quand même une belle économie. Le problème, c'est que ça dure jusqu'au 31 janvier 2023 et après, cette taxe va retrouver son niveau initial. Voilà. Du coup, moi, je vous invite à surveiller votre facture à l'issue de cette période exceptionnelle, histoire que vous ne soyez pas à 7,50 € et que le fournisseur par mégawatt vous passe sur un taux, donc un taux plein à 22,50 €. Si votre activité est éligible au taux réduit de CSPE, que vous l'avez pas fait parce que vous ne le saviez pas,
Montez un dossier avant le 30 juin 2022 pour récupérer ce que vous avez trop payé en 2020 et 2021. On peut remonter 2 ans en arrière, à condition de faire le dossier donc, avant le 30 juin. Et puis surtout, donc, soumettre de nouveau des dossiers de taux réduit de taxes à partir de janvier 2024 pour l'année 2023, puisque le dispositif s'arrête au 31 janvier 2023, mais du coup, du 1er février au 31 décembre, si vous êtes éligible à ce taux réduit, donc il faut faire la demande. Juste un petit complément sur la CSPE, c'est un sujet sur lequel nous, on travaille beaucoup avec mes collègues de EDEL. On accompagne beaucoup d'entreprises sur ces démarches. Beaucoup d'entreprises industrielles ont droit au taux réduit, mais n'en bénéficient pas dans leurs factures. Elles ont droit aussi à demander, donc comme tu disais, Assine, le remboursement sur 2 années comptables écoulées. Donc, on accompagne les entreprises. Enfin, comment dire, c'est des taux réduits auxquels vous avez droit, mais qui ne s'appliquent malheureusement pas systématiquement. Et c'est à vous de faire les démarches pour obtenir l'application du taux réduit et pour récupérer rétroactivement sur 2 années l'argent que vous avez trop payé, entre guillemets. C'est à vous de faire des démarches et de monter des dossiers, de les envoyer pour récupérer votre argent et bénéficier en fait de vos droits. Nous, à EDEL, on accompagne beaucoup d'entreprises sur ces sujets-là. Je joindrai, moi j'avais fait une procédure qui est en ligne sur le site internet de EDEL et que vous allez trouver en cherchant sur Google et qui explique comment faire les démarches avec les formulaires, etc. En sachant que je suis à votre disposition pour vous accompagner individuellement, comme je le fais d'ailleurs actuellement avec 1 ou 2 entreprises qui sont participantes là aujourd'hui et que je salue, en sachant que là, du coup, exceptionnellement, entre le 1er février 2022 et le 1er février 2023, le taux réduit minimum sera appliqué à tout le monde, à toutes les entreprises, à tous les particuliers, de façon systématique sur cette année-là. Ce qui n'empêche pas aux entreprises quand même de faire quand même leur demande de remboursement pour les 2 années écoulées, parce que voilà, la mesure exceptionnelle du gouvernement face à la flambée des prix, elle est valable que sur les factures en fait entre le 1er février 2022 et 2023. Donc on peut toujours faire les démarches pour récupérer ce qui a été trop payé avant. Je peux vous aider là-dessus au titre d'EDEL. Du coup, Joanne, puisque tu as la parole, je te propose de la garder, puis pour me commenter la dernière diapo sur les pistes pour consommer moins et mieux. Merci. Du coup, je rebondis vraiment sur ce que tu disais, Assine, c'est-à-dire que nous, dans le cadre de l'accompagnement, enfin, nous, on accompagne les entreprises de façon globale à maîtriser en fait leur consommation et leurs coûts énergétiques. Et une des premières choses qu'on fait, et je le conseillerais jamais assez aux entreprises de le faire parce que ça a des intérêts à tous les niveaux, c'est vraiment de se plonger dans ces factures. C'est-à-dire qu'il faut regarder ce que vous payez, il faut les décortiquer un petit peu ces factures. Alors, elles deviennent de plus en plus longues et de plus en plus compliquées, mais elles sont aussi une source d'informations qui sont très intéressantes à la fois sur vos coûts et à la fois sur vos consos, c'est-à-dire que vous allez voir ce que vous consommez en heure pleine, en heure creuse, vous allez voir les puissances que vous souscrivez, les puissances que vous atteignez. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est logique? Et c'est souvent par un travail comme ça, tout simple, qu'on commence à faire avec les entreprises, qu'on commence à détecter qu'il y a des choses un petit peu bizarres qui se passent. Alors après, pour aller plus loin, nous, c'est vrai qu'on accompagne les entreprises, alors selon leurs besoins, on n'a pas de parcours imposé, mais on propose voilà, tout un ensemble de services en fait qui sont tous gratuits, on est un service public et qu'on va proposer selon les besoins particuliers de l'entreprise. La visite énergie, c'est un bilan à l'instant T des consommations d'énergie de l'entreprise qui comprend l'analyse des factures, des historiques de factures, qui comprend une estimation de la répartition des consommations par poste, c'est-à-dire qu'est-ce qui part dans l'éclairage, dans le chauffage, dans l'air comprimé, etc. Et qui comprend surtout un plan d'action d'économie d'énergie avec des estimations des économies possibles et des aides financières. On travaille, oui, en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui nous interpellent sur le monitoring des consommations et le suivi des consommations, globalement, comment mieux suivre ces consommations, installer des sous-compteurs et les piloter, en sachant qu'en ce moment, c'est une question particulièrement importante parce qu'il y a encore une aide du plan de relance qui s'appelle décarbonation de 30 à 50% sur les investissements dans des compteurs jusqu'au 31 décembre 2022. J'en profite pour en reparler, je vais faire un mailing à ce sujet parce que je vois de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent au sujet et c'est le moment pour s'y intéresser du fait de ce financement qui vous aide. Et puis après, on va traiter tout un ensemble de sujets. Alors,
Voilà, Assine en a listé pas mal là en vrac. Alors, la régulation, évidemment, des appareils et des machines. Hein. On essaie toujours, dans un premier temps, d'aller chercher les économies qui sont, entre guillemets, les plus faciles à faire et les moins coûteuses. Donc, tout ce qui est la maîtrise des consommations, avant d'aller chercher des investissements sur lesquels il va falloir calculer des temps de retour sur investissement. Des études d'optimisation, d'acheminement. Nous, c'est vrai que quand on regarde en fait vos factures, on vous aide à prendre du recul sur est-ce que votre contrat est bien adapté par rapport à vos besoins. On ne fait pas la prestation de courtage parce que ce n'est pas notre métier. Par contre, on vous aide à régler votre contrat en fait, pour qu'il soit le plus ajusté possible par rapport à votre profil de consommation. On peut vous orienter aussi sur des bureaux d'études. Donc, c'est la ligne qui s'appelle études de faisabilité en vue d'optimiser vos installations. Si notre service, on va dire, ne vous permet pas d'aller jusqu'au bout techniquement de vos questions, si vous avez des questions sur, par exemple, le renouvellement de vos installations de froid, sur de la récupération de chaleur fatale ou sur des sujets techniques comme ça, il y a beaucoup de bureaux d'études, en fait, en Auvergne-Rhône-Alpes qui peuvent vous faire des études de faisabilité qui vont vous permettre de faire l'investissement le plus adapté par rapport à vos besoins. Et ces études-là sont financées de 50 à 70% par l'ADEME. Donc, en général, le coût résiduel pour l'entreprise, il est très vite rentabilisé parce que ça vous permet de faire le bon investissement, de faire le bon choix technique, le bon dimensionnement, et vous vous y retrouvez à la fois sur l'investissement et sur le fonctionnement. La valorisation des certificats d'économie d'énergie, c'est vraiment une liste à la Prévert, ça passe du coq à l'âne, mais voilà, ça permet de voir différentes choses. Donc, les C2E, c'est des aides financières à l'investissement, donc sur lesquelles on vous apporte toutes les informations pour que vous sachiez exactement comment en bénéficier, combien vous pouvez avoir, à qui il faut vous adresser. Les études d'optimisation des taxes, donc CSPE, et surtout TICGN, donc ça, on en a déjà parlé. Formation ProRéfi, ça c'est une formation que je ne saurais que trop conseiller aux entreprises qui souhaitent s'équiper un petit peu en termes ressources humaines en interne pour maîtriser leur consommation. La maîtrise des consommations, elle passe par par un socle en fait, qui va s'alimenter avec différentes choses. Et dans ce socle, il y a un minimum de compétences à avoir en interne dans l'entreprise, au niveau méthodologique et au niveau technique. La formation ProRéfi est là pour ça, avec des financements très élevé, en fait, de 80 ou 50% selon la taille de l'entreprise sur la formation des gens que l'entreprise va envoyer en formation. C'est une formation de 3 jours, mais qui comprend 2 jours et demi de coaching en entreprise. Donc, en fait, c'est l'opportunité d'avoir un coaching par un bureau d'études, Assine, on voit ton écran, à des tarifs vraiment préférentiels. On travaille sur de relamping qui continue d'être toujours d'actualité. On travaille sur le décret tertiaire, qui est une actualité importante pour tous les sites qui ont plus de 1000 m² de surface tertiaire, qui est un enjeu d'actualité important actuellement. On peut permettre à des entreprises de faire des diagnostics énergétiques approfondis selon leurs besoins. Certaines entreprises sont intéressées par l'ISO 50001, qui est effectivement une méthodologie très efficace et très performante pour maîtriser ses consommations. On peut aussi discuter de contrats de performance énergétique. Donc après, c'est vraiment selon les besoins des entreprises. Mais je dirais que dans le contexte actuel, où les prix vont de toute façon, à mon avis, être multipliés peut-être par 2 en l'espace d'un an et demi, tous ces sujets de performance énergétique vont prendre d'autant plus d'importance. Les temps de retour sur investissement des projets d'économie vont être d'autant diminués. Donc, on est là pour vous accompagner sur les premières marches et vous mettre en relation avec les bonnes personnes, vous faire bénéficier des aides financières. Donc, on est votre premier point d'info en fait sur ces sujets-là. Selon vos besoins, on est à votre disposition. Je ne sais pas s'il y avait encore des choses à la suite, Assine, en sachant qu'on a des… Merci. Merci, Assine, de ta présentation qui est très complète. C'est vrai que dès qu'on commence à rentrer dans le détail, on s'aperçoit que c'est un sujet qui est finalement très complexe et très touffu. Il n'y a pas juste un prix du kilowattheure et il faut trouver le meilleur prix. En fait, il y a pas mal de questions à se poser. Donc, après, là, on est sur un webinaire. Donc, c'est quand même un outil… ce n'est pas une formation non plus à l'achat d'énergie qui nécessiterait beaucoup plus de temps. Donc, ça permet de jeter quelques pistes, de se rendre un petit peu compte de l'ampleur du sujet, de l'importance de le prendre au sérieux, d'autant plus dans le contexte actuel. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ont encore continué à poser des questions, qui doivent aussi quitter
qui doivent aussi quitter la réunion. Ce qu'on peut peut-être faire, comme on a déjà dépassé de 10 minutes, si ça vous convient, c'est que ces questions-là, moi, je les ai sous les yeux. Et ce que je te propose, Assine, si ça te va, c'est que quand on envoie le support, on remettra toutes les questions avec des éléments de réponse, bien sûr, qui seront courts, hein, parce que voilà, mais en sachant que toi et moi, on reste aussi à la disposition des entreprises individuellement pour approfondir les sujets si les éléments de réponse qu'on va leur apporter par mail ne leur suffisent pas. Avec grand plaisir. Voilà, je pense que c'est le plus efficace parce que c'est vrai que sinon, je pense qu'on pourrait repartir encore pour 1 heure On peut passer l'après-midi. d'échange. Voilà, tellement il y a d'approfondissement à apporter. Merci à tous pour votre écoute. Merci pour toutes vos questions qui vont enrichir encore un petit peu le discours. On reste à votre disposition sur tous ces sujets-là. On reste en veille. Merci, Assine, de ta présentation. Merci à vous tous. Au plaisir. Au plaisir. Bonne journée. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Alors, je voudrais attendre